C'est toujours un plaisir de vous retrouver, aimables téléspectateurs, dans le cadre de ces grands programmes sur Congo 26 Télévision, votre rendez-vous de l'actualité du week-end, 26 Presse. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, en République démocratique du Congo et ailleurs. Bienvenue à tous dans ce magazine qui revient sur l'actualité qui a dominé la semaine, qui vous parle des sujets d'intérêt capital pour notre pays. Et nous réfléchissons ensemble avec mes invités sur ce plateau. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse aussi certainement. 64 ans après l'indépendance, l'inspection générale de finances, est-ce l'alternative crédible pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo? Nous allons discuter autour de ces sujets avec mes invités. Prenez place et restez branchés pour en savoir plus sur ce débat, sur cette discussion et sur cette réflexion. Alors, à ma gauche, Gardi Diana, une figure bien connue du petit écran, un excellent analyste, un excellent confrère que j'ai le plaisir de recevoir. Gardi, bienvenue. Merci Merveille et merci à mon co-débatteur. Alors, il ne sera pas seul. Vous le savez certainement, 26 Presse a une particularité, nous invitons des journalistes, mais de temps en temps, nous invitons des politiques conformément à leur profil pour essayer de pimenter le débat ou d'apporter leur touche par rapport à notre réflexion. La semaine passée, nous avions eu l'honorable John Kolela. Aujourd'hui, nous avons Maître Idriss Okenge. Bienvenue. Merci et merci de l'invitation. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Il y a un troisième invité qui va nous rejoindre certainement en chemin. Il est bloqué dans les embouteillages de la ville. Nous lui accordons notre indulgence. Il s'agit de Gauthier Sei, qui sera avec nous dans pas longtemps. Alors, Gardigana, je veux commencer par vous. Nous parlons aujourd'hui de l'inspection générale de finances comme alternative crédible pour lutter contre la corruption. Vous le savez, la RDC a fêté 64 ans d'indépendance. Parmi les objectifs du premier quinquennat du chef de l'État, c'était également lutter contre la corruption, qui est aujourd'hui considérée comme la gangrène qui détruit notre tissu économique et qui empêche la République démocratique du Congo à évoluer. Alors, pour pallier à cette situation, le chef de l'État a décidé de faire confiance à l'inspection générale de finances qui, d'antan, n'existait que de nom. La grande question de ce soirée, pouvons-nous aujourd'hui d'abord considérer l'inspection générale de finances comme alternative crédible pour lutter contre la corruption? Merci Merveille pour la question. Je crois que la crédibilité de l'inspection générale de finances n'est pas à remettre en question. Je peux décider d'aller direct à cette question-là aujourd'hui. Est-ce que les Congolais savent qu'aujourd'hui, de manière historique, la RDC a fini par trouver un accord avec le FMI de financement après la 6e revue? Tout ça rentre dans le cadre de cette politique d'assainissement dans les politiques publiques, sur les circuits, en fait, la gestion financière en République démocratique du Congo. Cependant, le Congo a un long passif. J'ai toujours dit aux gens aujourd'hui que la question, cette culture de détournement, cette culture de la gabegie financière est devenue presque endémique et culturelle. Pourquoi? Parce que dans les politiques publiques, dans la gestion de la société, on a presque tué les autres agrégats pour ne laisser place qu'à une forme de vie politique. Je ne veux pas rester dans les approches économiques, mais je vais prendre un peu le sens large de la chose. Quand vous vivez dans une société où les politiques publiques ne vont que dans le sens de pouvoir faire consommer aux institutions l'essentiel du budget, quand vous êtes dans un état où les politiques d'anticipation, notamment de la gestion, je vais parler quoi? La gestion et de la population, et des différentes catégories de la population, particulièrement la jeunesse qui constitue près de 60%, n'existe pas. Quand vous êtes dans une société où on a presque béatifié la fonction politique, qui devait être un sacerdoce, qui est devenu presque une orientation pour tout le monde, parce que c'est le seul endroit, le seul secteur où on peut espérer avoir de quoi nourrir sa famille, quand on ne sait pas valoriser le métier, quand autour, il n'y a aucune politique, on a fait croire aux gens que gérer la République, la seule solution, c'est devenir politique, il est difficile de pouvoir se départir de cette mentalité-là. Quand on arrive dans la gestion de la République, quand les gens accèdent à des fonctions avec l'instinct de survie, il arrive et dit, bon, je vais mettre ma famille à l'abri du besoin, danger, c'est un vrai problème.
Je sais qu'aujourd'hui, la justice est un élément essentiel pour pouvoir recadrer. Mais on ne résout pas tout par la punition. Je pense qu'ici, il faut replacer une vraie culture de la chose publique chez nous. C'est pourquoi je dis toujours le Congo a beaucoup plus des populations que des vrais citoyens. Alors, c'est des gens qui, quand ils arrivent, la question, le sens de l'intérêt général est un vrai problème chez nous. Mais je crois que c'est un long chemin qu'on va faire, mais ici, il faut commencer par cette dimension, de pouvoir essayer un peu de créer cette super au niveau de ceux qui gèrent. C'est là où l'IGF a réussi à créer quand même un rapport de force. C'est-à-dire que celui qui prenait 100 000 autrefois a un peu peur, mais même si jusqu'à aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, les pesanteurs politiques qui ont conduit à ce que ce service soit rattaché directement à la présidence de la République pour éviter qu'elle puisse subir les influences des différents agrégats ou encore centres de force politique. Désolé ma foi, il y en a encore. La preuve, c'est qu'il y a encore des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, malgré la clameur, malgré les éléments de preuve, on regarde de loin. Alors, deuxième élément pour finir, oui. Je pense aussi que, c'est vrai, l'IGF en tant que corollaire, en tant que bras séculier de la justice, il se limitera à mener des enquêtes, mais après, dans la phase juridictionnelle de choses, nous connaissons c'est que cet appareil judiciaire. C'est pourquoi la question, est-ce que l'idée de partir sur un parquet, financier est un idéal? Je ne sais pas. On va peut-être on aura le temps de faire la réflexion dessus, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques éléments qui parlent en faveur de l'institution Inspection générale de finances, mais le travail à faire est encore énorme. Alors, merci, le travail à faire est énorme. Je veux poser pratiquement la même question à votre contradicteur, tout en rappelant que Gardy Diana estime, pour sa part, qu'aujourd'hui, la crédibilité de l'inspection générale de finances n'est pas à remettre en cause, en raison de tout ce qu'il accomplit, de tout ce qu'il réalise, par rapport à la lutte contre la fraude et la corruption en RDC. Est-ce que c'est votre point de vue, Maître Idriss Okeng? Pas forcément la même chose, mais j'ai aimé comment il a expliqué les choses. Mais parlons un peu de ce chiffre. Lorsque vous dites 64 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, quel est le rôle de l'inspection générale des finances? Vous savez, notre pays a accédé à l'indépendance, est devenu souverain dans un contexte assez brouillon, et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à en payer les conséquences, et cela sur tous les plans. Vous avez les plans politiques, les plans sociaux, les plans économiques. Et donc, cette entropie au niveau politique qui fait en sorte que, jusqu'à ce jour, vous avez une sorte de famine politique où les gens se nourrissent des détritus, les gens se nourrissent d'idéologies fumistes et dangereuses, a conduit à notre peuple, et voire certains dirigeants, les personnes qui nous dirigent, à une sorte de laisser aller. Et donc, dans ce contexte-là, pour moi, l'IGF n'est qu'une une partie infinitésimale de la solution, et que parler de sa crédibilité est une autre chose, parce que moi je me pose toujours la question, je reste dans les idées et dire l'IGF aujourd'hui se comporte en police financière, une sorte de brigade financière, parce que eux-mêmes dans leur publicité utilisent le terme la patrouille financière. Ça veut dire que c'est une sorte de police financière. Mais le dérapage n'est pas loin pour que cette police devienne un bras ou une sorte de personne de main sale, de politique, qui voudrait... Un bras armé pour se débarrasser de certaines personnes. Anéant ses adversaires politiques. À moins d'être aveugle, à moins d'être frappé de cécité, l'IGF, jusqu'ici, fait un travail qui, jusque-là, on n'avait pas vu avant. Et donc... pour la corruption, c'est autre chose également. Parce que la corruption, je peux vous dire qu'elle se porte très bien. Nous ne confondons pas la fonction des contrôles de l'IGF et la fonction des luttes contre la corruption. Okay. La corruption, c'est lorsque les fonctionnaires ou toute autre personne, mais surtout les personnes investies de compétences ou de pouvoirs politiques ou administratifs, échangent, n'est-ce pas, des biens ou des services publics en échange, je veux dire, de certains avantages financiers ou, je ne sais pas, d'autres influences politiques. Et à ce niveau-là, il y a un vide criant, un vide abyssal, n'est-ce pas, au niveau de notre pays, parce que, faisons un flashback, un retour en arrière, vous verrez que tous les candidats que nous avions eus, dans leur programme électoral, il y avait personne qui avait mis en avant la lutte contre la corruption. Pourtant, on sait que notre pays est gangréné par la corruption, et ça atteint
les niveaux métastatiques, donc une métastase incroyable on le vit chaque jour. Regardez sur la route avec les policiers chargés de réguler la circulation routière, les fameux moteurs roulage, c'est de la corruption. Je veux donc souligner ici que les gens ne se laissent pas dans une sorte d'optimisme béat, n'est-ce pas, pour dire que l'inspection générale des finances va se comporter comme une sorte de bouche-trou qui va amener cette solution. Non, la corruption se porte très bien, mais l'IGF est un pas vers l'orthodoxie financière parce qu'il s'agit de la gestion et vers la transparence. Alors, je veux vous relancer et puis revenir vers votre contradicteur, Mike Gardidiana, qui a évoqué le parquet financier. Ici, ça nous intéresse parce que vous êtes également avocat. Lorsqu'on sait la plupart de contradictions que l'IGF a eues avec les politiques, au tout début de l'exercice de l'inspecteur général Jules Alinguet, il y a eu un différend avec Tony Mwaba, et puis c'est passé sur plusieurs autres institutions où à chaque fois qu'il y a eu dénonciation, il y a eu polémique qui s'alimentait suite à ce que Alinguet disait. Il y avait des informations contraires. Est-ce aujourd'hui les politiques en RDC aident l'inspecteur général des finances pour bien assumer son rôle? Et est-ce qu'aujourd'hui, la justice telle que conçue en RDC permet à Alinguet d'exercer son rôle correctement? Bien sûr que oui. Vous savez, j'ai horreur des gens qui veulent se cacher derrière des concepts tels que parquet financier ou machin. Il y a un philosophe ancien que j'ai lu il y a très longtemps, et je crois que ça doit être Durkheim, ou à moins que je me trompe, qui disait il faut éviter des entités sans nécessité. Il s'agit d'Occam, c'est un philosophe antique. Vous pensez qu'un parquet financier aujourd'hui... Déjà, nous avons des juridictions qui sont à court d'oxygène des fonctionnements parce qu'ils ne sont pas financés. La Cour de compte, on y reviendra certainement. Vous voulez ajouter à cet engourdissement de l'appareil judiciaire le parquet financier. Je vous rappelle ici que pour avoir un parquet financier, il faut absolument une loi qui fait le lit de cette institution. Il faut une loi. Et on ne se limitera pas en ce moment-là au parquet. On se limitera à créer un tribunal. Donc le parquet doit être prêt, un tribunal chargé de ce genre de questions. Mais nos tribunaux ordinaires actuels peuvent connaître de ces questions parce que ça relève du droit commun. C'est vrai, il faut une loi spéciale. C'est ça qui nous manque. Moi, je pense qu'il faut une loi spéciale. C'est pour ça que je suis en train de marteler le fait que nous avons des députés qui nous dépitent carrément parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'il y a beaucoup de vides juridiques. Aujourd'hui, les questions liées au détournement d'argent, à la corruption, ne sont sanctionnées que sur base des lois générales, alors que cela demande des lois particulières. Il y a des lois spécifiques, des lois spéciales qui sanctionnent. Et donc, une loi qui lutte contre la corruption est vraiment plus que nécessaire. Mais arrêtez de parler du parquet financier, parce que ça ne va rien changer si monsieur... Jules Alinguet, qui préside aujourd'hui aux destinées de l'IGF, n'arrive pas à faire rapport à qui de droit pour que celui-ci saisisse les cours et tribunaux, par exemple le ministère de la Justice qui a les droits d'injonction sur les parquets, mais comment aurait-il la même possibilité de le faire lorsqu'il y aura parquet? Donc c'est un faux problème. Alors il y a une nuance. Je devrais normalement poser cette question à Maître Idriss, vu son expertise en tant qu'avocat. Mais je commence par vous, Gardidiana, je connais votre culture générale, je peux me le permettre. Il y a une différence aujourd'hui entre le rôle que joue aujourd'hui la Cour de compte et le rôle que devra jouer un parquet financier si ça existait demain. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il y ait un soubassement juridique, jusqu'à là je ne vois pas dans le fond. Parce que justement, cette Cour de compte devrait aller au-delà de simples rapports de l'IGF, devrait aller au-delà des limites de l'IGF. On est dans un esprit de complémentarité du travail. Mais le problème, c'est que déjà, à moins que je me trompe, les deux institutions sont presque en conflit parce que l'IGF fait régulièrement des dépassements de fonctions. Ok. Des dépassements de fonctions. Mais il y a un scandale aujourd'hui. Il y a un problème. Nous représentons la voix de la société qui scandalise. Il y a quelques jours, le directeur général de la Metelsat a été jugé ou est jugé par la Cour de compte pour une faute de gestion de $5 200. Entendez, $5 il est devant ses juges, alors qu'il y a eu plusieurs dénonciations des millions de dollars qui ont été détournés dans ce pays
sans que toutes ces institutions chargées à rendre justice ne puissent piper mot. Comment vous expliquez cette adéquation? Vous me ramenez dans ce que je dis au départ. Vous savez, la question de la culture, du détournement est devenue presque culturelle, je l'ai dit dans le chef de Congolais. On ne saura pas le résoudre que par la punition. Il est logique qu'un mal reste mal, peu importe qui le fait. Un fait de détournement reste un fait infractionnel, peu importe la somme. Peu importe la somme. Oui, mais bon, est-ce que pour 5200, quelqu'un risque d'aller en prison et pour 2 millions, il y a certains qui sont où on sait, ça pose problème. Vous savez, l'orientation qu'on prend dans ces questions-là risque de nous amener à une implosion. Et pourquoi? J'ai toujours dit aux gens qu'on vit une période de crise de politique. Il y a un rapport très exacerbe entre la population et ceux qui gèrent. Ok. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la réflexion est devenue presque par analogie. Quand j'entends que quelqu'un a détourné 100 millions, on me dit que non, bon, prenons l'autre cas, plus de 100 millions, il se retrouve en dehors de la République, en train de faire sa vie, se la couler douce. De l'autre côté, j'ai l'impression, j'entends que quelqu'un a volé $5200 et que malheureusement, il se retrouve à Makala. Vous savez, à ces niveaux-là, on est partagé entre être juste et être vrai. Être juste voudrait dire, et l'autre, et c'est lui qui a pris 5 000, les deux ont commis le même fait des détournements. Mais le problème, c'est que le côté vrai dira, mais j'ai l'impression qu'il y a injustice. Pourquoi c'est lui qui prend suffisamment? Je peux faire les calculs avec 100 millions, combien d'écoles on peut construire, combien d'avions de chasse on peut se procurer donc pour un État dans un contexte d'insécurité. Et celui-là que 5 200, on aura tendance à minimiser. Mais de fait, de droit, ce sont des infractions. Tous sont des infractions. C'est là où vous me ramenez. Et devraient être traités avec la même sévérité. Avec la même sévérité, la même rigueur. C'est là où vous revenez à la logique que, jusqu'à aujourd'hui, on ne saura se départir. On saura résoudre ce problème si on continue à laisser place à cette pesanteur politique, à cette politique de plus grosses têtes et de petites têtes. C'est-à-dire que celui-là, c'est une grosse tête, il faut passer par tel autre pour pouvoir l'avoir, il faut faire des compromis pour pouvoir l'avoir, ou aussi quitter cette politique cosmétique, juste pour raison de la cause. Vous savez, l'approche pédagogique voudrait à ce que même celui qui prend $200 soit sévèrement sanctionné pour lutter contre cette culture, mais dans le fond, dans les faits de droit, ce travail, elle ne pourra jamais produire si celui qui prend 200 finit en prison, celui qui prend 100 millions se retrouve dehors. On aura ce que nous on appelle en communication l'effet stressant. On récoltera l'effet contraire de ce qu'on a cherché à la base. Alors c'est un peu triste lorsque vous estimez que Nicolas Kazadi aurait menacé pratiquement la République d'embrasement si la clameur continuait à pleuvoir sur lui. Gardi Diana. Non, mais il ne parlait pas de la clameur, de la pression qu'on voulait mettre sur lui. Ah, de la pression, la justice. La pression judiciaire qu'on voulait mettre sur lui. Il a presque menacé la République. Ce qui fait qu'avec beaucoup de facilité, on l'a laissé partir. Mais la question, là où le Congolais, là où on ne creuse pas et les journalistes, on n'aide pas encore, le voyage de Nicolas Kazadi n'est pas définitif. Mais qu'est-ce qui garantit? La question, c'est qu'il rentre quand? Mais qu'est-ce qui garantit? Il peut ne plus rentrer. Mais c'est ça le problème. Ouais. Va-t-il rentrer ou pas? Pendant ces temps, il y a des audiences programmées ici. Comment on va faire? Je vais revenir vers vous. On va tenter de comprendre cette situation d'un œil juridique. C'est un dossier en instruction. Vous allez me dire qu'il ne vous est pas permis de commenter. Ça, c'est logique. Oui, mais ça choque que le directeur général de la Metelsat soit interpellé pour $5200 et que Nicolas Kazadi, accusé d'avoir détourné ensemble avec ses co-accusés des millions, part calmement en France. Et est-ce une façon de saper le travail de l'IGF ou le travail du chef de l'État ou je ne sais pas quoi, de la justice? Comment vous analysez cet état de choses, Maître Idriss Oking? Oui, merci beaucoup. Je suis avocat, certes, mais je ne parle pas ici en tant qu'avocat. Okay. Et donc, je ne vais pas commenter des faits qui ne sont que des présomptions. Okay. Mais je vais plancher quand même sur ce qui est dissible, politiquement dissible et socialement dissible. Vous savez, cette affaire illustre parfaitement ce que le chef de l'État avait lui-même dit bien avant, que notre justice est très malade. Et lorsqu'on dit que la justice est très malade, parfois nous avons tendance à ne voir que la partie émergée de l'iceberg. Parce que cette justice prend sa source
beaucoup de facteurs actuellement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, parlant de l'IGF, que ne nous empressons pas de considérer l'IGF comme étant une panacée à la corruption qui gangrène notre société. Okay. Parce que celle-ci peut être utilisée, utilise les conditionnels, pour être utilisée comme un élément de répression politique. Et de la même façon, la justice à double vitesse n'est perçue que comme étant un élément de répression. C'est un rouleau compresseur qui, de manière sélective, regarde qui sanctionnait et qui laissait aller. Est-ce que la preuve est dans l'exemple que votre contradicteur a développé tout à l'heure, où Robota et Kassenga, je crois, seraient considérés comme de menus frétins? Vous savez... Et Nicolas Kazadi pèserait lourd jusqu'à menacer l'État. Vous savez, le cas de M. Robota qui était au développement rural, il me semble, avec les éléments auxquels nous avons accès à travers la presse actuellement, laisse croire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu du grabuge à ce niveau-là, sur le plan de la gestion, sur le plan des finances publiques, parce qu'il s'agit de l'argent que l'État donne, de l'argent pour lesquels les contribuables que nous sommes et le peuple que nous sommes, nous avons un droit de regard. Mais dans le contexte pareil, qui manipule les billets? Permettez-moi de vous paraphraser. Est-ce pas l'ordonnateur de la République, mais vous savez, le financier, qui est Nicolas Kazadi, sur qui on devait avoir un regard c'est pour cette question que les affaires de corruption, les affaires de détournement des deniers publics est toujours entourées d'un mystère. C'est pour ça que c'est considéré comme ce qu'on appelle l'hydre des révolutions. Vous essayez de l'abattre, il y réapparaît, vous essayez de l'abattre, il y réapparaît par là, parce qu'il y a des ramifications, des tentacules, et même les plus insoupçonnés. Monsieur Gardi a dit tout à l'heure que Monsieur Nicolas Kazadi aurait proféré des propos tels que écoutez, si vous vous acharnez sur moi, vous verrez qu'il y aura une sorte d'hécatombe. Moi, je dis que cela résume tout. Quand il dit hécatombe, vous savez, les procès sont publics, les audiences sont publiques et ont un caractère pédagogique. Il pourrait déballer des choses et vous verrez apparaître des acteurs jusqu'ici insoupçonnés. Et c'est ça, justement. Après, maintenant, la question que le peuple doit se poser, c'est que, est-ce que ces acteurs-là se situent en aval ou en amont? Et maintenant qu'ils se sont disséminés partout, les dindons de la farce dans cette affaire, c'est le peuple. Et cela est inacceptable. C'est pour ça même que ces genres d'émissions ont pour objectif de réveiller, d'aiguillonner, n'est-ce pas, la population qui suit et qui doit savoir que, voilà, nos biens communs sont gérés de manière catastrophique et cataclysmique. Catastrophique et cataclysmique. Mike Gardidiana, en fait, on va essayer de dire que Nicolas Kazadi fait peur sur base de la réflexion que nous avons développée tout à l'heure. Donc, nous avons en face des cas d'écoles comme ça qui mènent à mal ou qui sapent pratiquement le travail que mène l'inspection générale de finances. Alors, cet état de choses me ramène à une réflexion. Il y a eu une semaine de cela, une conférence à l'université de Kinshasa organisée par le président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, une déclaration d'un membre du gouvernement fait polémique. Jean-Lucien Boussa estime qu'il y aurait, je veux retrouver ça rapidement, un problème de manque de vision. Mot par mot, c'est qu'il a dit tout à l'heure. Boussa dit dans une vidéo qui fait rage sur la toile, le Congo manque un leadership visionnaire et stratège et gestionnaire depuis 1960. Quelqu'un m'a reproché de ne pas avoir fait cette mention. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème des manques de leadership stratège et gestionnaire qui aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Lucien Boussa, qui nous ramène à ces genres de scénarios? Le malheur avec nous, c'est que quand on essaye de réfléchir, les gens ont tendance à personnaliser le débat. En fait, la logique aujourd'hui voudrait que, puisque je suis membre d'un gouvernement, puisque j'ai pris part active à l'exécutif, surtout que c'est le ministre qui a battu le record de longévité, je crois qu'il est ministre depuis 2013, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à aujourd'hui, il continue d'être ministre. Quand il parle de vision, le Congolais qui juge à la place de comprendre décide de dire qu'il est mal placé pour pouvoir faire cette réflexion-là. Mais dans le fond, nous on souffre d'un problème de vision.
J'ai toujours dit aux gens aujourd'hui. Et qui peut se matérialiser ou se concrétiser par rapport à ces sujets qu'on est en train de débattre aujourd'hui. La forme de l'économie relativement au travail de l'IGF. La forme de l'économie que nous, on a pris aujourd'hui, cette économie à forme capitale libérale, pour un État aussi fragile qui sortait de l'époque postcoloniale, on n'a pas eu le temps de consolider les efforts et les forces de l'État dans son circuit économique. Je l'ai toujours dit, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est parmi les indicateurs qui font à ce que c'est une économie presque de rente, un peu comme à l'époque coloniale. Oui, mais j'aimerais qu'on reste dans le contexte. Oui. Non, mais dans le contexte, vous pensez que c'est un problème, dans le contexte, un manque de vision regarde, de leadership. Dans le contexte, faut prendre. C'est un problème purement politique. Dans le contexte, faut prendre des éléments de fond qui, pour moi, sont des problèmes d'ordre structurel qui j'utilise aujourd'hui. On est capable de voir le problème dans les causes et on est resté sur les conséquences. C'est ce que j'ai dit toujours. Ce que Boussa dit, nous, on les dit tout le jour. Chaque matin, chaque midi et chaque soir. Maintenant, le problème, c'est dans la forme, dans la narration. Quand il parle des visions, il parle de quoi? Parce que quand on est un État, il n'y a pas un homme providentiel qui est là pour dicter l'ensemble de la marche de la République. Le pouvoir en RDC, comme dans beaucoup d'États, est tritype. Il y a l'exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. Lui, pour avoir participé et au pouvoir exécutif et au législatif, combien de propositions faites? C'est là où je mets dans la peau de Congolais, on dit que on contexte un peu sa légitimité de pouvoir pondre cette réflexion, mais ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est qu'il dit pas faux, bien que certaines personnes, je n'aimerais pas orienter le débat dans ces sens, parce que j'utilise cette déclaration simplement, j'aurais pu le dire moi-même, à suivre la réflexion autour de cette table sur cette affaire de l'IGF, mais je prends cette déclaration de Jean-Olivier Boussa pour dire ce qui n'a pas raison. Bon, bien que les cadres de l'UDPS, on peut en parler, hein, en passant des structures, des soutiens au chef de l'État. J'ai vu l'ancien directeur de communication du chef de l'État, Abraham Lokabamba, réclamer la démission du chef de l'État, la démission de Boussa, sous prétexte qu'il a été irrévérencieux vis-à-vis du chef de l'État. C'est ça, nous, en fait. Nous, on cherche la révérence. Dans quel contexte il l'a dit? Dans un contexte de réflexion autour des étudiants. Avec les autres. C'est vrai que nous, on a tendance... Et aussi, cette forme de politico-centrisme de la vie de la République est devenue presque une plaie pour nous. On voit tout, on fait tout sous un angle politique. Boussa, on peut lui reprocher de beaucoup de choses. Ce qu'il dit dans le fond, c'est ce qu'on vit au quotidien. Quand le chef de l'État vous dit que la justice est malade, comment on peut être chef? On peut être investi d'un pouvoir, de pouvoir améliorer les choses. On dit garant de bon fonctionnement des institutions. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, son cheval de bataille là-bas, c'était un État de droit, n'est-ce pas? Dans la continuité de l'esprit de son père. Mais on s'est rendu compte qu'il avait mis la charrue avant le bœuf. Avant de pouvoir améliorer cette justice-là, il faut veiller à la qualité d'homme. Il reconnaît implicitement lui-même qu'il y a eu une faiblesse à ces niveaux-là. Surtout que lui, d'ailleurs, dans son discours, il est un peu politiquement incorrect. Il dit ce qui lui traverse l'esprit. Vous parlez du chef de l'État? Oui. Okay. Chaque critique ne veut pas dire forcément qu'il veut dire que le chef... Et puis, j'ai envie de dire, le jour où on arrête de pouvoir faire croire aux gens que parce que je suis membre de l'exécutif, quand il y a quelque chose de mal qui se passe, je n'ai pas le droit de critique, on comprendra que les questions de développement transcendent les clivages et les orientations politiques. Ouais, quand on parle développement, on se départit de ces casquettes. Parce que la question de l'État est une question commune, une question transversale qui nous concerne tous. Alors j'aimerais le dire pour essayer de recadrer notre discussion de tout à l'heure. Vous pensez comme Boussa qu'aujourd'hui, tout ce problème que nous rencontrons sur le travail de l'IGF, des arrestations par-ci, des dénonciations qui sont contestées, des interpellations qui n'aboutissent pratiquement à rien, est lié à ce problème de leadership? Vous minimisez un peu les choses, mais c'est aussi une partie parce que quand je parle, c'est pas que de Tshisekedi. Remontons en arrière, le Congo, depuis qu'on est État, on souffre de ce problème. Alors, et surtout que nous parlons également de 1960. On est en 1960, sois pas réducteur sur une thématique que vous avez définie vous-même. Donc, en gros, vous comprenez. C'est-à-dire que c'est un peu réducteur. Ça veut dire que depuis toujours, on a souffert de ce problème-là. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, on tente bien que mal de pouvoir résoudre des problèmes structurels en trouvant des solutions d'ordre conjoncturel. C'est éphémère, ça passe. Permets-moi de chuter. Oui, il y a eu un argument très, très, très pertinent posé par mon co-débatteur. Puisqu'aujourd'hui, on se trouve dans une sorte de vide sidéral sur ce qui concerne la définition des faits infractionnels en matière de finances publiques. Je pense aussi, à mon sens,
qu'au-delà de la Cour de compte, qui, à mon sens, est aussi limitée, parce qu'elle est un organe de contrôle que dans la dimension publique. Les détournements, il n'y a pas que dans l'aspect public, même dans le secteur privé, il y en a. Est-ce qu'aujourd'hui, le parquet financier, avec l'arsenal comme vous proposez, serait une panacée? Ça peut être, moi je le pense. Okay. Parce que ce soit l'IGF qui fait le contrôle a priori, et que ce soit la Cour de compte qui vient aussi veiller sur le compte des établissements publics et des autres, de l'exécutif et autres, il y a lieu de pouvoir amener cette question-là, faire quitter cette question, non seulement dans le secteur public, mais même dans le secteur privé. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une maladie générale. Et il est possible qu'aujourd'hui, le parquet financier soit un élément pour pouvoir assainir ces secteurs-là, résoudre ce problème-là, pas seulement dans l'approche publique. Merci. Maître Idriss, vous avez suivi votre contradicteur, il a fait mention, nous avons fait mention sur ce que certains qualifient de bourde, de Jean Lucien Boussa, ou une irrévérence vis-à-vis du chef de l'État, en estimant que nous avons un problème de leadership depuis l'indépendance et de managers visionnaires. Mais est-ce que ces affirmations ne trouvent pas sa place, vu le contexte actuel, surtout en rapport avec ces débats et votre précédente prise de parole sur le théâtre de la sortie du pays de Nicolas Kazadi et l'arrestation de Roubota? Vous pensez que Jean-Lucien Boussa, bien que irrévérencieux, n'ait pas raison? Écoutez, moi je suis parmi les gens qui sont contre, n'est-ce pas, le fait de vouloir idéaliser, de mettre sur un piédestal les dirigeants et ainsi fermer l'œil sur tout ce qu'ils font de mal, ainsi de suite. Donc, le fait qu'on appelle nos dirigeants excellence, je pense que cela a une influence, un impact négatif dans notre façon de percevoir leurs actions, leurs faits et gestes dans la société. Le fait, je suis un peu on va dire un peu en contradiction par rapport à mon co-débatteur. Il a regardé d'un autre point de vue. Vous savez, le point de vue, c'est pour ça qu'on l'appelle point de vue. Ça veut dire que ça dépend du point sur lequel on se place. On se place. Vous pouvez avoir pour voir la chose, pour vous pouvez avoir une vue aérienne. Une question prise. Et moi, j'ai vu, et bien sûr, on n'aura pas la même. Moi, je le vois du côté. Vous voyez ce que monsieur Boussa a dit est une chose, la palissade, comme on dit. C'est une vérité, allez, on va dire péremptoire, qui n'a pas besoin de preuves pour être acceptée. Mais en tant que ministre, moi, je suis légaliste, il a un devoir de réserve. Ok. Qu'ils le disent, c'est vrai. Aujourd'hui, j'entends souvent dans les milieux de journalistes que j'ai beaucoup côtoyé, on dit, lorsque un chien mord quelqu'un, c'est un acte normal, c'est un fait normal. Il n'y a pas un faux. Il n'y a pas un faux. Mais lorsque vous apprenez aujourd'hui qu'à Kingaboua, un homme a mordu un chien, ben ça devient un problème. C'est à peu près la même chose. Exactement. Ce n'est pas de lui dont on attend les solutions. Vous allez chez un médecin, vous attendez une solution de lui, mais il vous dit, écoutez, cette maladie peut t'amener à la mort. C'est justement ce rôle des croque-morts que nous refusons, que nous refusions plutôt que nos autorités se donnent un rôle de croque-morts, qu'ils travaillent, qu'ils mettent leurs mains dans la pâte. À la place de se plaindre. Et non, au lieu de se plaindre, exactement. Surtout et c'est ça justement que nous condamnons, à vouloir trouver des boucs émissaires. J'appelle ça la politique du bouc émissaire. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment assez grave, parce que c'est aussi, quand je dis la politique du bouc émissaire, mais surtout ce que les théologiens appellent le complexe adamique. Vous savez, lorsque Adam a été surpris par Dieu en train de croquer le fruit interdit, il a dit, ah non Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Et cette déclaration a cette tendance. Non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute au leadership. Okay. Alors que vous faites membre, n'est-ce pas, de l'écurie, entre guillemets. Ouvrez une petite parenthèse. Est-ce que cette déclaration peut conduire à des actions disciplinaires contre le ministre et à conduire jusqu'à sa démission du gouvernement? Moi, je reste je suis pas devin pour savoir qu'est-ce que le Premier ministre peut prendre. Après, ça dépend de la personnalité de chaque autorité. Vous savez, en matière de sanctions, il y a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Le Premier ministre peut avoir eu des explications par rapport au contexte. C'est pour ça que cela est très important, le contexte dans lequel il a dit, et lui trouver des circonstances atténuantes. Il n'y a pas de problème. Mais vu de l'autre côté, de la rambarde de la population à laquelle nous appartenons, eh ben, c'est vu comme une énorme porte vers un désespoir, vers une abysse sans fond. Parce que dès lors que vous faites croire
aux dirigés que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien faire parce que vous avez des entraves d'ordre leadership, eh ben, vous faites perdre la crédibilité de l'autre côté, mais également vous-même, vous perdez votre crédibilité. Oui, Réagissez un peu. oui, Ça peut mener à une ouverture d'une action disciplinaire. Je crois que j'ai pris en compte les différents angles de vue sur cette question. J'ai évoqué le problème, le fait que j'ai même rappelé que lui a battu le record en tant que ministre. D'accord. Il se trimballait de portefeuille en portefeuille, d'ici à gauche à droite, commerce extérieur. Alors, commerce extérieur, un ministère aussi clé. Ministre depuis 2016. Le dialogue de Kantchach, qu'on appelait le dialogue des Kantchach, avec Edem Kojo, c'est là où Moussa entre au gouvernement. Exact. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement 8 ans. Précisément décembre 2016. Décembre 2016. 8 ans aux institutions. Donc, en gros, il n'a pas c'est le droit là où de je se dis, plaindre. à ces niveaux-là, s'il le dit. Mais maintenant, l'élément crucial, c'est le contexte. Je l'ai dit aussi au départ, pas entendu. Le contexte, c'est que quand on est dans un forum scientifique, face aux étudiants, on n'est pas là pour défendre un bilan, mais on se revêt sans casquette, parce qu'il a la formation économique, de dire les choses. Parce que quand il dit un problème de leadership, ça veut dire que même lui, il partage l'échec. Parce qu'au-delà de ça, Boussa a été député, Boussa a été membre de l'exécutif. Il a un rôle important à jouer. C'est là où je dis qu'il faut éviter cette forme de providentialité dans les chefs de gens. On est un État qui a des parcelles de pouvoir, des institutions à gauche à droite qui, ensemble, travaillent pour le bien-être de la République. Il y a deux choses, il y a des compétences qui relèvent de l'exécutif. On accorderait la responsabilité au chef de l'État, mais sur les questions d'ordre législatif, c'est pas à lui qu'on mettra la tête, parce que chacun de 500 membres qui composent l'Assemblée nationale, sans compter les 100 autres du Sénat, chacun a été élu par sa base. C'est-à-dire que chacun porte sa responsabilité à ces niveaux. Ce qui veut dire que dans un contexte scientifique, moi je l'écouterai, je ne poserai pas de problème. Mais cette forme de politicocentrisme, quand ces débats quittent le cercle scientifique, atteint la clameur publique, c'est là où politiquement ça devient incorrect. La question, est-ce qu'on va le sanctionner pour ça? Je crois que dans un contexte politique comme le nôtre, vous n'avez aucune idée de ce qu'eux-mêmes appellent le Kadiocha. Le Kadiocha. On va certainement enfoncer, et puis surtout qu'on est dans la bataille où on cherche des gens pour pouvoir, comment dirais-je, récupérer des places. Les postes, il y a des gens qui attendent encore, qui sont preneurs pour des postes ministériels. Non, mais mais je pense que dans le fond... Ces services parlent carrément d'une campagne des dénigrements. Non, mais dans le fond, oui, moi je comprends. Oui. C'est de leur droit de pouvoir à se dire, mais ils s'y prennent très mal. Oui, très mal. Face à la clameur publique, la stratégie n'est pas bonne. Je rappelle toujours aux gens en matière de communication, il est préférable de paraître coupable que salaud. Un salaud, c'est une condamnation définitive, mais un coupable peut être pardonné. Il y a la rédemption après. Et généralement, dans la communication, dans l'approche affective, c'est lui qui reconnaît ses fautes avec une bonne stratégie, peut facilement regagner le cœur de gens, que c'est lui qui paraît un salaud. Il ferme les murs. Cette stratégie-là n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. J'aurais proposé autre chose d'ailleurs. Il est en cas de... C'est une situation de communication de crise. Des crises, et on n'y va pas comme ça. Donc voilà un peu. Exactement. Donc je pense que... C'est une parenthèse. Politiquement, ça peut constituer. C'est une parenthèse qu'on referme tout de suite. On va pratiquement... On est en train de chuter par rapport à notre thématique du jour. On va essayer de proposer des solutions. Vous savez, nous voulons cette émission comme des instants également pédagogiques pour permettre à ceux qui nous suivent, ils sont des milliers sur YouTube et puis partout en RDC, à nous faire confiance. Alors, Maître Idriss, quelle solution aujourd'hui? Nous avons pratiquement scruté l'ensemble du travail que fait l'IGF. Nous avons parlé de son rôle, du travail qu'il accomplit, aujourd'hui, des défis qu'il rencontre, avec des exemples à l'appui, notamment cette histoire de Nicolas Kazadi qui s'est envolé avec des millions, espérant qu'il reviendra. Aujourd'hui, quelle solution pour, dirais-je, permettre à l'inspection générale des finances, ou mieux, pour que la RDC lutte efficacement contre la corruption? Merci. Il n'y a pas de solution miracle, Monsieur Merveille. Il n'y a pas de solution miracle parce que le problème est assez profond et tire ses racines, plonge ses racines dans des époques et des attitudes assez sibyllines. Donc nous sommes condamnés à vivre la corruption. Non, on n'est pas condamnés. Oui. Il n'y a pas de solution miracle. Je le disais tantôt. Vous savez, nous sommes tous pères ici, j'imagine, et que vous ne pouvez pas vous imaginer le calvaire que subissent tous les pères lorsqu'ils sont
lorsqu'ils naissent comme père, parce que je considère que lorsque vous avez votre premier enfant, vous naissez en fait comme ça. Il y a un papa qui naît. Oui. Lorsque vous êtes fait ou devenu père, mais le calvaire que vous avez pour avoir l'acte de naissance de votre bébé. Mhm. Mais c'est ça aussi la corruption. On vous demande ceci, on vous n'affiche jamais le prix officiel. Je serai le premier à Le à dénoncer. calvaire J'ai que vécu vous un- avez j'ai vécu un d'avoir calvaire votre terrible, attestation personnellement, oui. de bonne vie et mœurs. Le calvaire que vous avez à parcourir. Non, mais c'est inacceptable. C'est ça la corruption, au fait. On vous demande des frais que vous ne devez pas dû débourser. Mais ces frais vont où? Parce que je voudrais vraiment que tout le monde comprenne à quel niveau la corruption peut nous atteindre, même lorsqu'on vit dans les milieux reculés. Les gens pensent que la corruption, c'est une affaire des millions, des roubotas ou Effectivement, ils sont blâmables. Mais c'est là où ça inquiète certaines personnes. Mais la corruption, elle est très On va profonde. dire, Alors, on a tendance à... Dans cette perspective et en à condamner considération, le petit et à encourager le grand en corrupteur. considération de tout ce que je viens de dire, Oui. l'IGF a des limites, mais alors des limites énormes. L'IGF n'est qu'une infime partie des solutions. Mais le travail qu'il fait déjà est très bien. Mais quant à sa crédibilité, je ne suis pas ici à mesure de vous dire s'il est crédible ou pas, parce que je vous ai dit, ces gens des polices, j'ai fait une parenthèse pour dire que la plupart, sinon tous les inspecteurs des finances, ont la qualité d'OPJ. Ils sont des OPJ à compétences restreintes. À constante reste. Et donc, c'est une police financière carrément qui a été mise en place. Mais moi, ma crainte, c'est que cette police puisse déraper et c'est limité, n'est-ce pas, à un rôle purement embrigadé. Et donc, la solution pour moi est à chercher parmi nos élus qui, malheureusement, n'ont pas le niveau. Vous avez plusieurs législatures et dites-moi quelle loi a été votée qui concerne ou qui résout le problème tel que celui auquel nous faisons face. Beaucoup diront que la RDC n'a pas un problème de loi parce que nous avons eu un arsenal juridique assez étoffé, mais aujourd'hui c'est l'exécution. Nous avons un problème. Lorsque nous voyons le ministre de la Justice nous se ramener avec un chien à son bureau lors de la remise et reprise. Non, mais les ministres de la Justice. J'espère que c'est une image qui. Non, c'est du folklore. Non, pardon, c'est du folklore parce que on avait vu le ministre de la Justice avec un chien qui ne maîtrisait même pas. On va vous dire Obama, on va vous sortir les j'espère vidéos d'Obama qu'il a voulu donner Hollande l'image de la rigueur, mais en tout cas, le fait qu'il ne maîtrisait pas son chien, ça a renvoyé une autre image que, bon, qu'est-ce qu'il va maîtriser s'il n'arrivait pas à maîtriser son propre chien. Bon, bref, c'est une parenthèse qu'on escamote plus rapidement pour dire que maintenant, la solution se trouve au niveau de la loi sur la corruption. Ça n'existe pas. La loi relative à la corruption. C'est une loi spécifique dont nous avons besoin dans un premier temps, mais après, son applicabilité nécessite des hommes et des moyens qui répondent aux critères de l'intégrité. Ça aussi, c'est un problème que nous avons. L'homme intègre est devenu une espèce en voie de disparition dans notre société. C'est une espèce carrément en voie de disparition. Et donc, la solution est une sorte, n'est pas unique, comme je l'ai dit, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une panacée, mais vraiment les concours de plusieurs facteurs, de plusieurs éléments qui peuvent aboutir à un résultat escompté, mais c'est un travail de longue haleine, parce qu'il y a des gens qui ont bâti des empires sur base de la corruption. Il y a des gens qui sont assez puissants. Ceci dit, je dis que la corruption est un phénomène qui existe dans toutes les sociétés. Bien que nous parlions de la société congolaise, ne donnons pas non plus l'impression que seulement dans notre société qu'existe la corruption. On a vu aux États-Unis avec l'affaire Madoff et ainsi de suite, mais là la différence c'est que les coupables sont sévèrement punis. Sévèrement punis, sévèrement punis. Alors je veux revenir vers vous, Mike Gardidiana, avec la même question, pratiquement. Alors nous avons suffisamment épilogué sur cette histoire de corruption, de l'IGF, son travail. La dernière partie de cette émission, en tout cas la dernière question, vous allez analyser le profil de Alinguete et réfléchir après Alinguete, parce que Alinguete sera bientôt pensionné. Il va atteindre l'âge limite, je crois dans 3 ans ou 4 ans, pour l'administration congolaise. Alors comment entrevoir cet IGF après Jules Alinguete? On va chuter avec cette problématique. Mais entre-temps, quelle solution aujourd'hui pour résoudre ce problème et permettre à cette structure qui a pour mission de contrôler les finances publiques de faire son travail en vue de lutter contre la corruption en RDC? Je crois que si vous parlez de la corruption au niveau des établissements publics, encore au niveau de l'espace public,
La solution, pour moi, la première des solutions en matière de corruption, c'est dans la gestion. Je pense que de manière directe, il y a beaucoup de choses qui peuvent résoudre ce problème de corruption. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez encore une administration, une chaîne de finances, une chaîne de dépenses manuelle, une chaîne de dépenses moins bancarisée, quand vous avez un système financier qui jusqu'aujourd'hui utilise les méthodes anciennes, c'est logique qu'on est en proie à ces genres de pratiques. Mais au-delà de ça, j'ai toujours dit, tout réside aussi au niveau de l'exécutif, par exemple, c'est un problème de programmation. Et c'est là où interviennent maintenant les influences d'ordre politique. Ok. Parce que on part sur aujourd'hui, sur un budget programme, c'est-à-dire établi en 5 ans, où pendant 5 ans, on sait exactement ce qu'on doit faire, comment on doit mobiliser, c'est-à-dire il y a un équilibre en termes de recettes-dépenses bien défini, noir sur blanc. Mais après, des individus, ça permettront de bouger. Par exemple, au niveau du paiement de la dette intérieure, c'est là où beaucoup des ministres des Finances se font un peu d'argent. L'État a la dette de Merveille. On dit Merveille, cette dette-là fait 5 ans. Nous, on peut sortir tes 100 000, mais à condition que tu laisses 40 000. Oh oui, mais celui-là, que ce soit programmé ou pas, il déciderait de le faire parce qu'il y a une manne pour lui. Et c'est là où beaucoup de gens ont mis en mal le budget de l'État. Il n'y a pas que ça, à ces niveaux-là, dans l'exécution de différents projets. L'autonomie dans la gestion de fonds destinés par des ministères. Moi, je sors d'un ministère en tant que conseiller en communication, où si je vous dis le niveau d'exécution de ces budgets-là, il est très faible. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, il y avait de l'opposition, parce que un ministère qui a eu également beaucoup de problèmes avec l'IGF. N'entre pas dans ça. On va le dire. Ces ministères n'a jamais eu de problème à part des contradictions à haute voix. Ok. Qui ont été résolus. Résolus d'ailleurs, à la limite. Une parenthèse parlée. Non, on en a parlé toute la vie. Oui, on va finir. Aujourd'hui, c'est Raïssa Malou. Où en est-on avec le dossier avec les inspecteurs séquestrés, quelque chose comme ça, de l'IGF, au ministère de l'EPST, à l'ère Tony Mwaba? C'est un dossier clos. Non, le dossier n'a pas été clos. Le dossier, c'est qu'il y a eu un contrôle conjoint. IGF, Cour de compte, qui est allé jusqu'à terme, jusqu'à aujourd'hui. Les conclusions, personne ne le sait. Okay. On attendra, à la limite, voir ce que ça va donner. D'accord, c'était juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Évoluer, oui. Maintenant, dans le fond, je pense aussi qu'à ces niveaux-là, il faut mettre un accent sur le choix des personnes en interne. La qualité des animateurs, des institutions est un élément essentiel pour pouvoir résoudre. Ah là, vous mettez d'accord. Hein. Je sens une certaine symbiose, parce que votre traducteur parlait... des profils, des personnes intègres, tout ça, oui. Je vous ai toujours dit, la plus grande maladie de la RDC, c'est la misère intellectuelle qu'on a atteint. Et quand je dis misère intellectuelle, c'est pas... On est une société avec des gens surdiplômés. Mais pour moi, l'intelligence, c'est cette capacité d'adaptation. C'est celui qui vient apporter des solutions dans le problème de sa société. On ne peut pas être 2 fois docteur. Je connais des gens, par exemple, comme mon très cher grand frère Godin Pouy, qui est 15 fois. Plus de 10 diplômes. 15 fois docteur. Je suivi mon débat, il contestait cette qualité. Lui aussi. Il a eu le temps d'étudier ou lui aussi, en tant que technocrate. Salutations à l'honorable Godin Pouy. En tant que technocrate, moi je l'attends dans sa lucidité. Je l'attends dans un rôle à l'exécutif comme ça. On saura. Il a promis d'interpeller la gouverneure de la Banque centrale à propos de cette histoire de terminal de paiement. Au-delà de ça, il faut bien choisir les animateurs des différentes institutions. Okay. C'est aussi un facteur de développement, un facteur de bonne gouvernance. Mais en dehors de ça, je pense que sur la question de la corruption dans son sens général, on ne pourra pas parler des corruptions tant qu'on ne sait pas établir une vraie répartition dans les richesses de la République. Dès lors que le sentiment d'injustice va habiter les différents corps, notamment dans l'administration publique, dans les services de l'État, il y aura cette approche-là. Parce que en chacun de nous, il y a l'instinct de survie, l'instinct animal. Quand personne n'aimerait voir ses enfants, c'est vrai que quelqu'un me poserait la question et dit, mais tu t'es retrouvé dans ces contextes-là, toi tu n'as pas volé, toi tu n'as pas pris, pourquoi? On est différents, ça il faut le reconnaître, mais dans la plupart des gens, au-delà d'être vrai, juste, restons aussi vrais. C'est-à-dire, quand on ne sait pas répondre aux desiderata de gens, ils s'éloignent forcément du droit chemin. Et ça, c'est du devoir de l'État par les politiques publiques d'encadrement, par la politique publique de la mise en musique des politiques publiques pour favoriser ce contexte-là. Épanoui dans chaque citoyen, dans chaque Congolais, ou à la limite pas de chaque Congolais, mais dans chaque corps de métier, dans chaque secteur et dans chaque agrégat économique, pour moi, on soit résolu. De lors qu'on sera cet État-là, où un poignet de gens bénéficient de la richesse de la République et la grande partie continue à regarder de loin en tant que téléspectateur, il y a ces sentiments de rejet qui naît. Et c'est lui qui est là, nourrit les ambitions d'arriver. Dès qu'il arrive, il vient avec cet esprit revanchard. Il fait la même chose. Je suis devenu député, allez, tourne à Tonga, on a terrorisé dans un quartier, Nassala Onalingi, malheureusement ça. Et je chute par un élément essentiel qu'on avait évoqué ici. Oui. C'est vrai, surtout pendant les périodes de campagne, nous, en tant qu'électeurs, on devrait mettre une forme de moralisation dans le choix des animateurs.
Mais encore une fois de plus, dans un contexte économique très difficile, c'est compliqué de faire réfléchir la foule. Et aux députés qui arrivent, par manque de propositions, vous n'avez pas leur demander de se faire harakiri, ils vont dire non, moi je vais lutter contre la corruption parce que ce qu'il fait lui-même déjà est une corruption. Quand vous achetez une voix contre un t-shirt, après vous allez disparaître du quartier. Ah non, on va vous dire que c'est une campagne électorale. Là, c'est un autre débat. Vous voyez, il me dit c'est une campagne électorale. Ailleurs, chez les autres, quand c'est campagne électorale, ce sont les électeurs qui cotisent. Vous voulez qu'on en parle? Ça peut choquer certaines personnes. On peut ouvrir rapidement une parenthèse. Hein. Mais c'est de la corruption. Nous avons un cas patent. Je vais vous donner les cas et vous allez me dire comment vous qualifiez ces cas. Où aujourd'hui, un parti politique, à l'aube de l'élection de gouverneur, offre des voitures à ses élus. Et nous voyons les responsables de ces partis à la télévision, Augustin Kabouya, pour ne pas les citer, après que ces véhicules aient été saisis par les services de renseignement, dire qu'il ne s'agit pas de la corruption, il s'agit d'un encouragement ou d'une motivation. Question rhétorique. Il a même donné un exemple. Il a même donné un exemple de la prime des joueurs de Léopard lorsqu'ils se sont qualifiés. Cette prime qui est sortie, mais je sais pas même. Bon, en fait. La confusion d'abord est dans la Dites-moi, c'est de la corruption ou de la motivation? La confusion est de la nature. Vous parlez d'une prime. Non, c'est Kabouya. C'est de la corruption ou de la motivation? C'est ce qui s'est passé. Je parle pas à vous directement. Oui. Vous qualifiez, en fait, le joueur venait de mouiller un maillot. Il y a eu une convention entre l'État congolais et les joueurs. C'est-à-dire, tu vois, la prime d'après-match. Je peux en parler, c'est... Ouais. C'est un salaire, ici, pratiquement. C'est simplement le revenu de joueur. C'est le revenu de joueur. C'est comme les émoluments pour les députés. Le montant est connu avant, à l'avance. Oui. C'est-à-dire que pour ce match ici, la prime est d'autant. Et c'est un stimulus qui leur permet, c'est leur revenu. Donc c'est la corruption. Maintenant à quelqu'un qui arrive en fonction, qui sera gracieusement payé. Quelqu'un qui a atteint un statut, il a compétit dans quoi pour pouvoir faire quoi? Ce qui prouve à suffisance. Ce qui prouve à suffisance que quand on veut donner une prime à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un sale boulot au-delà du travail de l'État qu'il ira faire là-bas. Ok. Vous pensez également que c'est une prime? L'exemple de Kabouya que je viens de... Vous savez, les primes, les salaires, c'est généralement prévu soit par des textes légaux ou des textes réglementaires. Les textes légaux ou des textes réglementaires. Et en matière de corruption, la corruption a toujours eu parce que c'est quelque chose de très sale. La corruption a toujours revêtu un autre visage, n'est-ce pas, pour la faire accepter. Ailleurs, on l'appelle Madé Swabana, ailleurs, on l'appelle Mbote Arula. Quelque chose comme ça. Vous savez pourquoi? Mais c'est parce que c'est tellement sale qu'on nomme. Et lorsque vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on appelle des primes, et même au Parlement, on appelle ça les invisibles. C'est de la corruption. Des invisibles. C'est toujours la corruption. C'est invisible dans ces questions. Quand vous faites vous posez ces genres d'actes, volontairement ou involontairement, et ben c'est de la corruption. Voilà pourquoi vivement nous souhaitons qu'il y ait cette loi-là. Comme je l'ai dit, qui définit la précise les éléments constitutifs de la corruption. Oui. Et vous verrez que ça va rentrer dans une sorte... Par exemple, je vais parler de quelque chose qui est tellement juridique, mais je crois qu'on va se comprendre. En matière de responsabilité civile, la loi dit que tout fait quelconque de l'homme, on dit tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel à le réparer. Okay. Vous sentez un peu tout fait quelconque. Parce que on vous dit que c'est un domaine qui est... Même si vous passez avec votre voiture, vous roulez sur une bouteille et que ça cogne quelqu'un, vous êtes civilement responsable et ils peuvent vous poursuivre en justice. C'est la même chose que nous voulons. Je donne un exemple pour vous dire que voilà comment c'est dans le domaine de la responsabilité civile, les choses sont bien encadrées. De telle sorte que lorsqu'il se pose un fait, ceci ne tombe pas dans un vide juridique, ou bien, parce qu'il n'y a pas de juge, on lui applique une loi générale par assimilation ou par analogie. Alors, je vous pose une dernière question. Pour récapituler, pour ceux qui nous suivent, nous sommes arrivés à un stade de la réflexion où nous sommes tous d'accord qu'il doit y avoir des lois qui doivent encadrer la corruption, des lois qui doivent définir les éléments constitutifs de la corruption. Ce rôle revient à la représentation nationale, donc aux députés nationaux qui ont été élus. Cela permettrait d'encadrer le sot travail de l'IGF de manière à aboutir à une justice juste. Mais vous vous êtes également mis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui se pose un problème de profil, un problème d'homme, de compétences, de profil. Alors j'aimerais qu'on chute avec cette question, ça sera votre mot de la fin également.
parce qu'on parle de l'IGF, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le profil Aly Ngouette correspond à sa fonction et ça marche? Vous savez, M. Merveille, l'autre fois, je ne sais pas, je pense qu'on avait parlé du gouvernement lorsque j'étais en train d'apprécier la nomination d'une femme à la tête. Judith Souminois, c'était dans l'exclusif, je le rappelle. C'était vraiment un bon casting, mais la suite, c'était du n'importe quoi. C'est comme ça que je vous ai dit que, pour moi, il faut aller remonter un peu plus loin. Parce que, pour moi, la majorité des ministres dans le gouvernement actuel ne sont pas des ministres. Ce sont carrément des sinistres. La majorité, des gouvernements. Oui, et donc, point de vue, oui. c'est comme ça que je dis le profil, le casting est très important à ce niveau. Oui, mais parlons de l'IGF pour chuter carrément ce numéro. Je suis tout à fait d'accord quand ces genres de postes, la personnalité du responsable d'un tel service compte énormément. Mais là, vous m'amenez à parler individuellement de M. Aly Ngouette, ce que je ne ferai pas parce que je ne parle pas vraiment d'individu. Ok, parce que c'est collé à, voilà, c'est collé à sa personne. Je ne peux pas aujourd'hui commencer à dire que M. Aly Ngouette travaille bien ou il travaille mal. Sur base de quel élément je vais l'apprécier de cette façon? Peut-être que... Bon, sur base de tout ce qu'il a accompli depuis qu'il est là, aujourd'hui, ça fait combien de temps? Moi, je vois l'institution depuis 2021. Parce qu'il est assisté par énormément d'inspecteurs. Le monde du travail, c'est les inspecteurs autour de lui. C'est vrai qu'il est le chef d'orchestre et ainsi de suite, mais il y a toute une équipe qui l'entoure. Je ne peux pas les juger. Surtout comme avocat, je suis vraiment en mal de porter un jugement sur quelqu'un sur base des éléments, des suppositions ou bien d'un seul élément. Ça pourrait être soit insuffisant, soit incomplet. Et donc, le syllogisme ne sera que biaisé parce qu'à un certain moment donné, on manquera des éléments et on tombera dans l'arbitraire. Si aujourd'hui je me mets à lui tresser des couronnes aujourd'hui, mais tout le monde me prendra pour un flatteur. Si aujourd'hui je me mets à tirer à boulet rouge sur lui, mais on me prendra je ne sais pas pour qui. Donc je préfère dire que le profil compte énormément à ce genre de poste et on devra y faire attention et de manière vraiment de très près. Alors, merci beaucoup. Ça sera votre mot de la fin, au moins que vous ayez un détail que vous avez oublié. Je dois rappeler que vous êtes président, coordonnateur de Reprendre, la structure politique Reprendre. Je voudrais dire quand même que dans le cadre de notre mouvement politique, il ne s'agit pas d'une association, c'est un mouvement politique de Reprendre. Ça tombe bien parce que dans notre mouvement, nous sommes en train de prôner, comme le nom l'indique, reprendre. Nous devons répandre un certain nombre de choses, notamment à partir de notre politique qui est en déphasage avec les réalités sociales. Et cela continue même sur le plan de l'économie, le modèle économique. Cela continue sur les dirigeants et le mode de gestion de l'État aujourd'hui. Parce que nous avons hérité de certains codes coloniaux qui font que les dirigeants actuels, d'ailleurs depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est le signe d'une très grosse paresse, ne font que du mimétisme institutionnel. Que ce soit dans la gouvernance, que ce soit dans l'économie, nous trouvons des modes opératoires qui servaient au rayonnement de la colonisation. Mais il y a longtemps que nous avons divorcé avec la colonisation. Mais ces méthodes continuent et donc c'est une histoire de pyramide renversée. Et nous devons reprendre. Voilà un peu mon mot de fin. Merci beaucoup, Maître Idriss Ghislain Okenge, pour votre participation dans Vas Express. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est moi. Alors, on va chuter avec vous, Mike Gardidiana. Il y a un dicton qui dit « les hommes passent, mais les institutions restent ». C'est en fait dans cette logique que nous nous interrogeons sur le profil d'Aly Ngouette. Ça correspond avec la fonction qu'il occupe aujourd'hui. On pouvait dire autant de la Première ministre ou d'une autre personne qui assumerait une fonction d'État. Vous me direz aussi que vous ne voulez pas parler d'hommes comme votre contradicteur de tout à l'heure. De toute façon, ce n'est pas une question. Vous savez que j'ai horreur de tomber dans le jugement de valeur, surtout quand il s'agit des individus à la limite. Mais je peux mettre un commentaire sur dans quelques éléments de profil. L'IGF existait depuis 2006, où tout a été mis en place. Dans un format très difficile, on demandait à cette institution de se faire... on demandait à l'exécutif, ministère de Finances, Budget, Économie et autres, de se faire harakiri. Ça veut dire que d'instruire un service pour venir contrôler les mêmes personnes qui seraient reprochées de faits infractionnels en matière de gestion publique, ce qui ne marchait pas. On l'a rattaché finalement à la présidence de la République, mais dans ce nouveau format, il fallait quelqu'un d'assez fougueux pour pouvoir
rien que dans l'approche dissuasive, de pouvoir rappeler qu'il y a une institution, un contrôle a priori, et qui devrait permettre à ce que, dans cet élan-là, qu'il y ait quand même une sorte de pédagogie dans le chef des hommes politiques. À ces niveaux-là, on se mettrait d'accord que l'IGF a pris beaucoup trop de place, même au niveau de la clameur publique. Aujourd'hui, chaque citoyen sait de quoi il s'agit. Peut-être pas dans le fond des missions de l'IGF, mais aujourd'hui, on sait que c'est le gendarme des finances publiques en République démocratique du Congo. L'IGF aujourd'hui a un avis, et l'IGF aujourd'hui peut interagir avec l'opinion publique à ces niveaux-là. C'est déjà un bon pas. Maintenant, dans les questions de fond, je ne sais pas y revenir. Et encore parce que je sais que, c'est vrai, il y a une tête, mais derrière, il y a un parterre d'inspecteurs qui font un travail quotidien, à gauche et à droite, un travail d'équipe. Dans le leadership, jusque-là, on voit ça va, il y a aussi des tares. Parce que quand vous citez le cas Tony Mwaba, c'est des incompréhensions inutiles. D'ailleurs, pour des cas, je vais encore plaider pour les prestataires des examens d'État. Depuis l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui, ces gens n'ont jamais perçu leur argent à cause de ces différends, alors que l'argent est encore à la Banque centrale. La discussion est au niveau de faudra payer par banque ou faut payer en mode Maboko Bank. On dit, bon, pour ceux qui sont dans des grandes villes, mettez en banque parce que ça ne représentait à l'époque que $20. Pour ceux qui sont à l'intérieur avec une couverture bancaire faible, gardons le canot traditionnel, ça a créé de l'incompris jusqu'à aujourd'hui. Et ça engendra un conflit parti dans des scènes à gauche, à droite, mais après, la raison est retombée. Mais dans le fond, je crois qu'aujourd'hui, il faudra éviter aussi, je l'ai dit au départ, on peut bien commencer son travail, mais dès lors qu'on individualise le service de l'État, c'est là où le mal intervient. C'est-à-dire que les politiques vont vous prendre pour cible, et malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand vous venez pour rétablir l'ordre, veillez à ce que vous soyez le plus impartial possible, parce qu'à la limite, dès lors qu'il y a une baie de cochon dans votre sac, les politiques n'hésiteront pas à s'en servir pour vous noyer ou vous descendre aussi, et malheureusement, c'est ce qu'ils tentent de faire aussi maintenant. Mais dans le fond, il y a autant de choses à redire sur l'IGF, il y a quelques failles, il y a quelques faiblesses, notamment dans l'aboutissement des dossiers, dans la composition, la phase préjuridictionnelle, dans les différentes compositions de dossiers. Il y a deux, trois difficultés à faire, mais dans le fond, je crois que jusqu'à aujourd'hui, Julia Linguete a fait ses preuves et on espère qu'il en fera autant en attendant qu'il parte en retraite dans quoi, 2-3 ans. Dans 2-3 ans, 4 ans maximum. Et que après, qu'on ne tombe pas dans la providentialité, que c'est lui qui arrivera après, prenne ce qui est bien, garde les acquis et apporte ses innovations et ses réformes si nécessaire. Alors, merci. Merci beaucoup, Mike Gardidiana. Madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros de 26 Presse que j'ai eu l'honneur de présenter. Je rappelle que nous avons aujourd'hui parlé de l'inspection générale de finances, 64 ans après l'indépendance de la République. Est-ce une alternative ou une alternative crédible pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo? Vous êtes nombreux à nous suivre, vous voulez participer à ce débat. N'hésitez pas de nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous voulez réagir, vous avez des suggestions, n'hésitez pas de nous contacter. Alors nous allons terminer cette émission par cette réflexion. Ne tue pas ta maman pour avoir une Mercedes, ne sacrifie pas non plus ton père pour avoir une villa. Ne tue pas ta femme pour vivre grand, ne sacrifie pas ton futur bébé pour la célébrité. Ne mange pas de la merde juste pour dépenser des millions dans une boîte de nuit. Éloigne-toi des rituels, travaille dur et attends ton temps. Ne compare pas ta vie surtout à celle des autres. Restez branchés au programme de Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et ça sera avec le même plaisir.